Bonjour, merci à ceux qui se sont réveillés tôt. Bienvenue avec moi pour parler aujourd'hui en fait de la gestion des groupes Microsoft 365 avec Power Automate et le Microsoft Graph. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de gouvernance avec les groupes M365 et rentrer un peu dans le détail sur vous donner quelques billes sur comment on peut aborder la gouvernance avec des outils intégrés tels que Power Automate et le Microsoft Graph. Donc à l'agenda d'aujourd'hui, on a deux grandes parties. Une première plutôt orientée théorique, où on va parler de pourquoi faire de la gouvernance, pourquoi vouloir faire de la gouvernance. On va également aborder des thèmes comme les cycles de vie des groupes, quand et comment faire de la gouvernance. Et dans une deuxième partie, donc, on va rentrer vraiment dans du concret avec une démo sur un exemple concret de manipulation des groupes avec du Power Automate et des groupes, et on décortiquera en détail comment ça fonctionne. Donc ça sera technique, mais ça sera volontaire, enfin ça sera accessible. J'expliquerai pas à pas chacune des étapes qui interviendra. Donc je me présente un petit peu, je suis Javan Roa, donc je suis architecte Modern Workplace au sein d'Ineat. J'interviens comme consultant depuis plus de 12 ans pour nos clients sur des sujets autour du collaboratif Microsoft. Je suis présent sur les réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran. Vous avez également mon blog français où j'aborde principalement des thématiques autour d'Office 365, Teams et SharePoint. Donc pour parler de gouvernance sur les groupes Microsoft 365, on va devoir parler de self-service. Donc pas exactement le self-service qui est ici en photo, mais plutôt de self-service dans le sens de création de groupes Microsoft 365. Donc derrière ce nom un petit peu barbare, se cache la fonctionnalité qui permet à tout utilisateur d'un tenant de créer librement et de manière autonome des groupes pour ses propres besoins, donc sans assistance d'une personne de l'IT. Donc justement, là où traditionnellement l'accès aux outils nécessite une action des équipes qui gèrent le tenant, le mécanisme de self-service va se charger de tout pour l'utilisateur sans avoir à surcharger les équipes IT. Avec ce principe, on supprime des freins à la productivité pour les collaborateurs en leur permettant d'avoir instantanément accès à des outils dont ils ont besoin. On en reparle dans un instant. C'est à la fois un avantage en termes de réactivité et de charge pour les équipes IT, comme on vient de le souligner, mais également un inconvénient dans certaines situations en termes de gouvernance avec un risque prononcé de désorganisation. On va en parler également dans les slides qui suivent. Moins de charge sur les équipes IT. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, traditionnellement, dans une organisation moyenne à large, l'accès aux outils est conditionné par des processus de demande d'accès, de mise à disposition plus ou moins stricts, soit pour des questions techniques, soit pour des questions de régulation, pour garder la main sur qui doit avoir accès à quoi. Du point de vue de l'IT, on est sur de la régulation, la gouvernance totale. Du point de vue des utilisateurs, c'est souvent perçu comme un frein. On ne donne pas accès aux outils dans les temps, enfin voilà, ça me bloque un petit peu dans mon activité du quotidien. Ce qui nous permet d'aborder le sujet suivant, c'est pourquoi Microsoft a décidé de créer des groupes avec ce mécanisme de self-service. Alors l'une des raisons premières, c'est pour contrer un phénomène grandissant qui s'appelle le Shadow IT. Alors, le Shadow IT, pour expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, comment j'aime bien l'expliquer? En général, donc, je vous affiche ces outils-là à l'écran, je vous demande, voilà, qui parmi vous a déjà utilisé dans le cadre de son activité pro l'un de ces outils, alors qu'il ne fait pas partie des outils mis à disposition par l'entreprise. Bon, là, virtuellement, ça va être un petit peu difficile de voir qui lève la main, donc je vais supposer que les gens se reconnaîtront. Ici, on a donc des outils de type Trello pour de la planification, Dropbox pour partager des documents, les stocker, on a du conversationnel, du WhatsApp avec Slack, la boîte mail personnelle Gmail, du Forms, du YouTube. Mais ce qui se passe, c'est que les statistiques montrent que lorsque l'accès aux outils de l'organisation est trop complexe ou trop long à mettre en œuvre, les utilisateurs vont avoir tendance à sortir des sentiers battus et se tourner vers des outils qui sont hors de l'organisation, faciles à mettre en œuvre, souvent gratuits, et qui parfois répondent mieux aux outils qui sont aux besoins par rapport aux outils qui sont fournis par l'organisation, ce qui est un peu un comble. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'envoi de la grosse pièce jointe.
Donc, en admettant qu'on n'ait pas ce système des groupes Microsoft 365, avec tout ce que ça apporte derrière, donc on va prendre le scénario où, par exemple, voilà, j'ai travaillé toute la semaine avec mon équipe pour un client. J'ai juré sur ma vie au client que je lui livrerais son produit lundi matin. On est vendredi fin d'après-midi, on a enfin fini le travail, on s'apprête à l'envoyer, sauf que manque de bol, bon, bah, la pièce jointe fait 600 mégas. Ça passe pas dans un mail, donc on se retrouve à se dire, bon voilà, il faut qu'on cherche des solutions pour que bah, le client ait son produit le lundi matin quand il arrive. Et donc, on se retrouve là, techniquement, ce que je vois souvent, c'est « Ah bah tiens, j'ai un Dropbox personnel, bah, on va mettre le fichier dessus, puis on va lui partager un lien. » Et on se retrouve dans des situations de facilité comme ça, où on utilise des outils qui sont facilement accessibles, qui ne font pas partie de l'organisation. Et c'est là qu'on commence à avoir des problématiques assez sérieuses concernant la propriété des documents. Pour l'organisation, l'IT est responsable de la sécurité des documents, au sens large, qui sont portés par les employés. Si on a des employés qui se mettent à stocker des informations qui potentiellement peuvent être sensibles pour l'organisation ou sensibles pour le client sur des supports personnels qui ne sont pas protégés avec les niveaux de sécurité que l'IT met en œuvre, c'est un problème. Alors, si par exemple j'ai un mot de passe qui est vraiment trop faible, j'ai mis AZERTY123 pour protéger mon accès à Dropbox, bah, l'IT interne de mon organisation n'y peut rien et j'ai probablement posé de l'information sensible sur quelque chose qui potentiellement est vulnérable. Après, donc c'est moins risqué, mais il y a toujours également le risque d'utiliser un service qui un jour se fera hacker et on ne sait pas exactement ce qui peut se passer en fait sur le service. Si, je ne sais pas si je stocke des informations stratégiques sur un Trello concernant la stratégie de l'organisation ou les choix à venir de la direction en termes de roadmap avec des secrets qui peuvent parfois être un petit peu dangereux, préjudiciables pour l'organisation, on se retrouve dans une situation où inconfortable d'avoir cette information stockée dans quelque chose qui est hors de contrôle de l'IT. Donc ça, c'est un problème. Et c'est là que les groupes apportent une solution, c'est qu'on met à disposition un ensemble d'outils équivalents de ce qui est à l'extérieur, facile de création pour les utilisateurs de l'organisation, donc aussi facile que de mettre en œuvre un Dropbox, un Trello ou un WhatsApp. Et l'avantage ici, donc là où l'IT est content, c'est que comme on est à l'intérieur du périmètre Office 365, on va pouvoir appliquer la stratégie interne de l'organisation, comme par exemple conditionner l'accès avec de l'authentification multifacteur, pouvoir appliquer de l'encryption des documents avec AIP ou tout ce qui va concerner la conformité de l'information. Donc là, on a le meilleur des deux mondes. On a les utilisateurs qui sont plutôt libres de pouvoir créer des outils quand ils en ont besoin, et on a l'IT qui est relativement rassuré puisque l'information reste dans l'entreprise. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on laisse aux utilisateurs la possibilité de créer à tout va, mais dans certaines organisations, on parlait des organisations moyennes ou larges tout à l'heure, ça peut poser des problèmes. Alors, on va avoir des problèmes de type la peur d'avoir la perte de contrôle sur l'information qui est classée dans l'organisation. Donc, avoir beaucoup de groupes, donc là, pour la suite, je vais parler de groupes Teams, par exemple. Si on a des groupes Teams qui se créent librement, qui est fait par les utilisateurs, sans un contrôle, sans une supervision au-dessus de quels sont les groupes qui sont créés pour cloisonner les différents silos qui existent, on risque de se retrouver à terme avec un problème relatif à la classification de l'information. Les utilisateurs vont commencer à avoir des difficultés à savoir où classer leurs documents. Donc ça, c'est dans la meilleure situation. Dans des situations donc un peu plus aggravées, on risque de se retrouver avec des doublons, puisqu'on a des groupes qui vont être dupliqués. Deux chefs de projet qui travaillent sur un projet commun vont créer chacun leur Teams sans se concerter, et on va avoir des documents qui vont être répartis sur deux espaces. Et ainsi de suite. Donc, on a cette notion de perte de contrôle avec la prolifération des groupes. Et dans certains cas extrêmes, on a la perte de contrôle totale. Beaucoup trop de groupes, et là on perd complètement nos utilisateurs, c'est même contre-productif, puisque l'accès à l'information pour mes employés devient de plus en plus complexe du fait de la répartition
multisilos que provoquent les groupes. Alors, comment on peut pallier à ça? Alors, on peut pallier à ça en appliquant donc des règles plus ou moins strictes relatives au cycle de vie des groupes. Là, je prends l'exemple en fait avec les équipes Teams. On va pouvoir agir de manière principale, hein, sur l'exemple que je vais vous donner ici, sur la possibilité de création des équipes. C'est-à-dire qu'on va conditionner qui doit pouvoir créer des groupes. Maintenant, il faut réussir à garder un équilibre avec cette notion de self-service où on met facilement à disposition des utilisateurs des outils. Donc, je rentrerai en détail dans cette partie-là, dans l'exemple que je vous montrerai après, quand on va passer sur la démo. Mais globalement, donc, on a une phase d'intervention sur la partie création, donc la possibilité de création des équipes. On va également pouvoir appliquer de la gouvernance sur tout ce qui va être les conventions de nommage et les stratégies d'expiration. Donc ça fera probablement l'œuvre d'une autre session. Les stratégies d'expiration, en 2 mots, ce sont toutes les mécaniques qui vont permettre de déterminer quand est-ce qu'on va pouvoir détruire un groupe. Il y a des mécanismes intégrés, comme par exemple l'expiration automatique, avec la détection, le mécanisme de relance au bout d'un certain nombre de jours pour que l'utilisateur confirme que le groupe est encore d'utilité. Et tout cet ensemble permet de définir une gouvernance sur le cycle de vie des équipes, de manière à pouvoir contrôler la création, la conformité sur comment elle a été créée et sa destruction. Donc je vais rappeler rapidement ce qu'on a à l'intérieur d'un groupe pour ceux qui n'ont pas cette vision périphérique. À l'intérieur d'un groupe, donc si je parle d'un groupe Teams, on va avoir donc notre équipe Teams qui va nous permettre d'avoir tout ce qui est action d'annonce, action sociale, action conversationnelle. Quand on crée un groupe à partir de Teams, on a également une boîte aux lettres Outlook qui est créée, qui nous permet d'avoir une boîte mail partagée pour les utilisateurs, ainsi qu'un agenda qui est commun à tout le groupe. On va également avoir un espace SharePoint qui va nous permettre de stocker donc, la documentation à l'intérieur d'un portail, donc on va pouvoir insérer un peu de navigation. On va avoir également un canal stream qui va nous permettre de stocker tout ce qui va être vidéo et chaîne relatif à notre groupe. On va avoir un espace où pouvoir stocker des forms, Microsoft Forms, avec donc des questionnaires et des enquêtes. On va avoir un espace planeur dans lequel on va avoir donc un Kanban et des tâches, et enfin un workspace Power BI dans lequel on va pouvoir stocker donc des dashboards et des rapports. Et l'intérêt des groupes ici, c'est qu'on agrège un ensemble d'outils et qu'on les unit à travers la gestion des accès. C'est-à-dire que quand j'invite un utilisateur dans mon groupe, ça lui donne de fait accès à l'ensemble des outils de mon groupe. Le tout en une seule passe. A contrario, à contrario des groupes, quand on avait un ensemble d'outils, par exemple un espace SharePoint, plus un autre outil à côté pour pouvoir gérer tout ce qui va être planification, la gestion des accès est complètement séparée. Là, on enlève cette charge-là en ayant d'une passe pour nos utilisateurs la facilité de gérer les accès à l'ensemble des outils qui me permettent de collaborer sur une thématique particulière. Alors pourquoi c'est important de parler de ça? Puisqu'on est sur l'objectif de vouloir réguler la création. Donc concrètement, on parle de bloquer le self-service. On a vu que les groupes fonctionnent pour un ensemble de services. Bloquer le self-service, donc aujourd'hui, nécessite qu'on le bloque pour l'ensemble des outils. Ce qui fait que là où on peut créer les points d'entrée qui nous permettent de créer des groupes, on va devoir bloquer ces accès. Et donc, si on va vers une gestion régulée de la création des groupes, il faut tenir compte du fait qu'on va devoir créer pour les utilisateurs un point d'entrée qui va leur permettre de recréer ça une fois qu'on leur a limité, qu'on leur a bloqué l'accès aux interfaces natives de création, si on veut appliquer du contrôle. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est donc la mise en place d'un processus de régulation de création.
en passant par un concept assez simple. On va faire une demande, on va la valider, et si tout se passe bien, on va créer notre groupe. Donc, dans l'exemple qui va suivre, que je vais décortiquer, on va étudier donc un workflow de création d'équipe Teams, dans lequel je vais avoir une première étape qui va être le formulaire mis à disposition de mes utilisateurs, avec une notion d'approbation. En cas de refus, je fais que notifier mon utilisateur. En cas de validation, je vais créer mon équipe et je vais avoir quelques étapes supplémentaires, comme par exemple vouloir à la volée paramétrer des spécificités de mon groupe, comme par exemple dire si c'est un groupe public, c'est un groupe privé, est-ce que je veux par exemple autoriser le partage avec les externes, etc. En termes d'action, quand on va rentrer dans Power Automate dans un instant, on va avoir donc l'approbation qui va être gérée par une action d'approbation assez classique, les mails par les actions d'envoi de mails classiques encore une fois, et pour les actions de création d'équipe, c'est là qu'on va vouloir intervenir avec le Microsoft Graph. On va utiliser une action qui s'appelle HTTP, qui fait partie du périmètre premium de Power Automate. Et en conséquence, il faudra des licences adaptées pour pouvoir accéder à ce type d'action. Au niveau des appels du graphe qu'on va faire derrière, donc aucune crainte, on va appeler donc des URL pour pouvoir effectuer des actions. Les premières actions qu'on va effectuer avec le graphe, c'est vouloir s'authentifier. Donc on va récupérer un jeton qui va nous permettre ensuite de pouvoir dialoguer avec le graphe. Ensuite, on va avoir des actions qui vont nous permettre de créer le groupe, et également de le configurer. Alors je souligne ce point car aujourd'hui, à l'heure actuelle, les méthodes du graphe qui nous permettent de créer directement des équipes Teams sont en bêta. Donc Microsoft n'a pas encore délivré de TA à ce sujet, mais elles sont actuellement utilisables et c'est le sujet de la démo que je vais vous montrer là, juste derrière. Donc, on va passer sur la démonstration. Je vais rapidement afficher mes écrans. Et je vais vous présenter donc mes deux utilisateurs. Donc, à ma gauche, j'ai donc mon administrateur de mon tenant et à droite, une utilisatrice qui se trouve être Megan. Aujourd'hui, si je vais sur le Teams de Megan, je vois que j'ai donc effectivement cette tuile à l'intérieur dans laquelle qui me permet de créer une équipe Teams, donc tout ce qui est le plus traditionnel ici. Dans notre objectif de désactiver cette tuile-là, je vais vous montrer comment faire tout de suite, on va devoir modifier les paramètres du tenant, comme je l'ai expliqué, et désactiver l'intégralité du mécanisme de self-service pour l'ensemble des utilisateurs, sauf un groupe que j'aurais déterminé. Donc Microsoft met à disposition un script qui permet de faire ça actuellement. Donc, je vais rappeler l'URL qui est ici en haut. Et ce que fait ce script en quelques mots, c'est qu'on va lui donner en argument le nom d'un groupe Active Directory qui va servir pour les utilisateurs qui, eux, seront autorisés à créer des groupes depuis l'interface. Et tous les autres utilisateurs, par contre, auront la fonctionnalité désactivée par défaut. Alors, comment ça se décompose? On a une première partie où on récupère les paramètres du tenant, puis ensuite, on va définir ici, dans les nouveaux paramètres qu'on est en train de redéfinir, on va dire, bon, on va désactiver la création des groupes pour tous les utilisateurs et on va rajouter un groupe à travers son ID qui, lui, sera dont les membres seront les seuls à pouvoir créer les groupes. Donc, au préalable, j'ai préparé ici derrière, dans mon Active Directory, un groupe que j'ai appelé Allow Group Creation, dans lequel j'ai un membre qui se trouve être moi-même, puisque moi, administrateur, je souhaite quand même pouvoir créer des groupes. Et donc, comment se produit cette action? Je laisse un instant pour m'authentifier. Et le mot de passe qui va bien.
Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ici. Je viens d'exécuter le script. On a bien, hop, voilà. On a bien donc enable group creation qui est passé à false sur mon tenant, et le groupe qui est autorisé à créer des groupes, c'est un ID technique qui, donc 70B quelque chose, qui correspond bien au groupe, alors, propriété, je le retrouve, qui correspond à ce groupe pour lequel j'ai autorisé les utilisateurs. Maintenant, si je regarde quel a été l'impact de ça pour mon utilisatrice. Donc, je vais rafraîchir la page. Et je retourne. Alors, suivant les jours, ça met un petit peu de temps à être pris en compte. Allô. Alors, donc les dieux de la démonstration ne sont pas avec moi aujourd'hui. Donc ça prend un petit peu de temps à être appliqué. Ce qu'on devrait voir en fait ici, c'est que cette tuile ici devrait disparaître. Et m'empêche en tant qu'utilisateur de pouvoir créer mes groupes. Donc une fois cette étape faite, donc je reviendrai tout à l'heure dessus, peut-être que ça sera désactivé. Hélas non. Bon, continue la démonstration. Une fois que j'ai effectué cette action-là, je vais pouvoir proposer à mes utilisateurs de créer des groupes d'une façon alternative. Et c'est là qu'on va s'appuyer sur Power Automate et le graphe. Donc pour ça, mon administrateur a décidé de créer un Power Automate, qui est ici, pour pouvoir collecter les demandes et pouvoir traiter automatiquement l'accès. Donc une première partie va être de créer un formulaire qui va permettre à mes utilisateurs de pouvoir saisir les informations de demande de création. Donc pour les besoins de l'exemple ici, pour rester simple, j'ai créé un formulaire Forms qui est relativement simple, dans lequel je vais demander donc le nom de l'équipe à créer, la description, et ensuite des actions comme est-ce que le groupe doit être public, et doit être privé, est-ce que j'autorise l'invitation des utilisateurs externes ou non, admettons que je veux créer un groupe pour des besoins de la direction et que je veux absolument interdire le fait de pouvoir inviter des utilisateurs externes à l'intérieur de ce groupe, je veux pouvoir agir dessus. Donc ce formulaire, je vais le mettre à disposition de mes utilisateurs à travers une URL ou à travers un portail, comme on va le voir juste après. Et à la soumission d'une demande, il va se passer un certain nombre de choses. Alors, première action qui va se produire, c'est je vais initialiser un certain nombre de variables. Donc ici, ces variables correspondent à les logins, on va dire le mot de passe, le login et le mot de passe d'un compte administratif qui va me servir derrière à pouvoir faire des actions administratives sur le graphe pour pouvoir créer des groupes en tant que l'application. Alors ça, comment ça se passe? Au niveau d'Azure Active Directory, dans les applications, je vais devoir déclarer une application, donc j'ai enregistré une nouvelle application. Dans le cas de la démonstration ici, donc j'ai déjà préparé cette application. Je vais avoir un certain nombre de choses à noter, comme l'ID de l'application, et je vais devoir effectuer des délégations de droits pour pouvoir effectuer des actions sur le graphe. Donc, on ne peut pas juste appeler le graphe comme ça, on a besoin de l'appeler avec une identité qui est autorisée à faire certaines actions. Donc ici, j'ai autorisé à mon application sur le graphe d'effectuer un ensemble de droits en tant que rôle applicatif. Alors, comment retrouver ces actions-là? Tout à l'heure, on a vu les URL qui seront appelées pour le graphe. Je prends ici un exemple. Dans la documentation, j'ai directement les rôles qui sont nécessaires à être appliqués sur mon application. Donc là, je sais que je vais devoir appeler une API qui va me permettre de créer des groupes. J'ai la liste des permissions qui sont requises. Donc, une fois que j'ai ces informations-là, et que j'ai généré donc une clé secrète qui correspond à peu près au mot de passe du compte applicatif, je vais pouvoir stocker ces informations à l'intérieur de variables à l'intérieur de mon Power Automate pour pouvoir les réutiliser ensuite plus facilement à l'intérieur de mes appels.
Donc, si je décortique un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, les premières actions qui vont se produire, c'est je vais récupérer les informations qui ont été saisies à l'intérieur du formulaire. Ensuite, je vais effectuer une action pour aller récupérer le profil Office de l'utilisateur qui a soumis la réponse en passant en paramètre l'email de la personne qui a soumis les réponses, qui est une variable qui est générée par l'action qui est juste au-dessus. Cette action-là va me permettre de pouvoir récupérer deux choses qui vont me servir un petit peu après. C'est d'une part le nom de l'utilisateur et son ID technique qui va me servir quand je vais appeler le graphe. Donc j'ai ici une action traditionnelle de demande d'approbation. Il va envoyer un mail à mon utilisateur administrateur avec le détail du mail en rappelant les informations. Donc tel utilisateur a demandé la création d'un Teams en rappelant quels étaient les détails de la demande avec le nom, la description, etc. Ensuite, une fois que cette action s'est complétée, je vais récupérer la sortie pour savoir ce que l'administrateur a répondu. En cas de refus, je vais envoyer donc un mail au soumissionnaire en lui indiquant que malheureusement le groupe a été refusé par tel approbateur avec tel commentaire. Et en cas d'acceptation, donc c'est là qu'on commence nos appels vers le graphe, on a une première action qui consiste à récupérer un token. Donc là, on est sur de l'authentification au hôte. On va donc interroger un premier service en lui passant dans le corps de la demande l'ID et le client secret qui correspond à peu de choses près à un login et mot de passe applicatif, celui qu'on a créé, que je vous ai montré à l'instant, pour pouvoir récupérer un token qui va nous permettre de manière sécurisée d'appeler les autres méthodes du graphe. Alors, dans Power Automate, malheureusement, on ne peut pas directement récupérer les informations qui sont retournées à travers cette action-là. On est obligé de faire un petit peu de plomberie et d'expliquer à Power Automate comment lire la réponse. Donc on a pour ça une action qui nous permet de parser la réponse de ce qui a été retourné juste au-dessus et de lui indiquer comment le lire. Et très basiquement, je lui indique qu'à l'intérieur, j'ai un ensemble de propriétés dont une propriété s'appelle Access Token et c'est un type chaîne de caractères. Donc à partir de là, je sais comment lire Access Token et je vais pouvoir le réutiliser et l'injecter dans l'entête de mes demandes suivantes au graphe, ici. Et justement, donc, je suis sur l'étape de création de mon groupe. Donc j'appelle cette fameuse URL qui est en bêta pour la manipulation des équipes Teams. Je passe mon authentification et dans le corps de la demande, donc il y a plusieurs choses qui se produisent. Je vais insérer le nom du groupe à créer avec sa description et je vais faire un appel à un briquet en indiquant l'ID de l'utilisateur qui doit être le owner, le propriétaire de mon groupe, de mon équipe Teams. Et j'indique un niveau de visibilité par défaut qui sera privé. Ensuite, il y a également donc de la tuyauterie à faire, lui indiquer comment lire la réponse de cette demande, puisque ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer l'ID du groupe qui vient d'être créé pour pouvoir ensuite réintervenir dessus et pouvoir changer certains de ses paramètres. Donc encore une fois, on fait de la tuyauterie, on lui dit à l'intérieur de la réponse, donc j'ai un attribut qui est location, et malheureusement, donc location est une chaîne qui ressemble à une concaténation d'URL sur laquelle je vais devoir appliquer une autre méthode qui ressemble à peu de choses près à une formule Excel pour pouvoir faire du découpage et récupérer la valeur qui m'intéresse, à savoir l'ID du groupe qui vient d'être créé. Alors maintenant se passe quelque chose d'assez intéressant. Suite à la création, il faut savoir que la création des groupes Microsoft 365 est une opération asynchrone. Au moment où on fait la demande de création, en fait, on met un ticket dans une file d'attente qui va nous dire, basiquement, crée-moi un groupe. Et donc, il y a des techniques pour pouvoir monitorer quand est-ce que la demande elle a été correctement exécutée. Là, pour rester relativement simple dans la démonstration, j'ai simplement mis une pause de 20 secondes pour laisser le temps au système, au back-office, de provisionner correctement le groupe, de manière à ce que quand je vais vouloir interagir dessus après, je ne me retrouve pas avec une erreur du type « le groupe n'existe pas encore ». Donc ensuite,
Toujours dans l'idée de vouloir modifier mon groupe, je vais récupérer on a parlé tout à l'heure du niveau de visibilité qu'on voulait donner au groupe, selon si c'était un groupe public ou un groupe privé. Donc je vais récupérer ce qui a été saisi dans le formulaire par l'utilisateur, sachant qu'on a déjà créé le groupe comme privé à la base. Donc si dans le formulaire, on détecte qu'il a demandé à ce que ça soit public, là, on va réintervenir à nouveau sur le groupe en appelant donc l'URL d'API qui me permet de modifier les groupes, en lui passant en paramètre l'ID du groupe sur lequel je cherche à faire des modifications qu'on vient de récupérer à l'étape juste avant. Et ainsi de suite, pouvoir dans le corps lui indiquer que je veux changer son niveau de visibilité à public. Ça reste relativement simple. Dans le même esprit, donc pour la gestion autoriser ou non la gestion des invités, on va être sur un appel à un sous-segment du paramétrage des groupes et on va lui indiquer donc allow guest, si de gauche à droite en fait j'ai les deux mêmes demandes dans le cas de oui ou dans le cas de non. La seule valeur qui change c'est ici j'ai true d'un côté et false de l'autre côté. Et on continue ainsi donc notre flow pour arriver donc à l'étape finale qui est un envoi de mail à l'utilisateur pour lui dire voilà donc tout s'est bien passé, votre groupe a été créé et accepté par l'approbateur, il est prêt à l'emploi. Et voilà le chemin de notre flow. Alors pour le voir en action, je vais retourner à mon utilisatrice. J'ai ici le formulaire qui a été mis à disposition par l'administrateur. Et je vais donc compléter des mots saturés. Description, donc c'est super groupe. On va dire que c'est un groupe public et je veux bien autoriser les invités. Donc je vais soumettre ma demande et on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc au niveau... Oui. Encore, voilà. Donc je vais soumettre ma demande, donc ma demande est partie. Je vais retourner sur le profil de mon administrateur et je vais en principe recevoir ici mon mail d'approbation. Si tout se passe bien, encore une fois, si les dieux de la démo sont avec moi. Parfait, donc j'ai entendu le bip. Donc j'avais bien reçu ma demande de création. Donc ici, en tant qu'administrateur, j'ai reçu une demande de la part de Megan qui demande à créer un groupe qui va s'appeler donc Demo Power Saturday. Donc c'est les informations que j'ai remplies. Je me dis bon, c'est légitime, on va accepter la demande, on va dire ça c'est super. On va envoyer. Alors avant que je clique, je vais passer donc sur l'interface de Megan. Et regardez ici, donc pour l'instant, je n'ai pas encore mon groupe qui a été créé. Et à partir du moment où je vais, en tant qu'administrateur, je vais soumettre ma validation, je vais avoir mon groupe qui va apparaître ici automatiquement et qui va se faire configurer par mon Power Automate. Et une fois donc les étapes créées, je vais recevoir mon mail d'approbation. Donc le temps que ça arrive, j'en profite en fait pour vous montrer que, ayant fait un Forms, j'ai la possibilité de pouvoir l'intégrer dans d'autres interfaces. Typiquement, si je voulais par exemple fabriquer un portail, au niveau de l'IT pour permettre aux utilisateurs de plus facilement les accompagner sur la création de demandes groupes. Ici, j'ai embarqué mon formulaire de demande Teams directement à l'intérieur d'un portail qui serait mis à disposition par l'entreprise pour pouvoir les accompagner sur la charte de création, les demandes, etc. J'ai entendu ici derrière mon mail arriver, donc j'ai bien reçu ma confirmation de création de groupe. Voilà, j'ai mon groupe qui est prêt à l'emploi et j'ai déroulé tout mon process d'administration en m'appuyant sur Power Automate et des appels au graphe directement à partir de Power Automate. Et voici donc. J'en profite également donc, pour parler des aspects de configuration avancée pour l'accès des guests, hein, parce que j'ai souvent eu la question autour de ça. Donc je vais
j'avais préparé en avance donc 2 groupes, un groupe qui autorise les guests et un groupe qui les bannit. Je vais vous montrer dans l'interface donc comment ceci se traduit. Donc j'ai ouvert les 2 espaces SharePoint correspondant à mes 2 groupes, puisque ici je peux vous mettre en évidence en fait qu'est-ce qui se passe quand on agit sur ce paramètre-là. Au niveau de la gestion des membres, quand je vais vouloir inviter un membre dans un groupe donc sur lequel j'ai autorisé l'ajout des externes, je vais bien avoir l'information où je vais pouvoir donc inviter mes externes. Et dans le cas d'un groupe privé, lorsque j'essaie donc d'ajouter un membre, j'ai bien cette option qui a été supprimée, qui m'empêche de pouvoir supprimer de pouvoir ajouter un utilisateur externe à l'organisation. Et ainsi, je peux donc compléter la gouvernance de création de mes groupes en conditionnant qu'est-ce qui peut être fait avec mes groupes, tout ça à partir du graphe. Voilà. Donc, en conclusion en fait, de cette démonstration, je vous ai montré comment appliquer de la gouvernance directement en réutilisant les outils qui sont embarqués à l'intérieur de la suite Microsoft 365. Tout ici en fait était natif, donc à part les niveaux de licence qui sont requises, on n'a pas d'outils tiers qui rentrent en jeu. On a réutilisé tout ce qui était à l'intérieur en termes de briques. Donc derrière, à vous de pouvoir, par exemple, vous appuyer sur ces mécanismes-là pour pouvoir imaginer le process qui conviendra le mieux à votre situation à vous. Voilà. Donc maintenant, je finis un peu tout sur ma session. J'ai encore un peu de temps en fait pour prendre des questions si tant est qu'il y en a. Okay, je vous remercie d'avoir suivi la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci à tous, effectivement. Je te laisse... Attends, il y a un écho. C'est peut-être moi. Regardez dans le chat. Ouais. Alors, un groupe Teams est connu dans Azure Active Directory et gérable à ce niveau-là. Donc, effectivement, un groupe Teams, qui est un groupe Microsoft 365, est présent dans Azure Active Directory sous forme de groupe de sécurité. La liste des membres, tout à l'heure j'expliquais que les membres d'un même groupe en fait sont synchronisés entre tous les produits, entre Forms, SharePoint, etc. Tout ça passe à travers le groupe de sécurité Azure. En réalité, quand on ajoute un membre à l'équipe, on l'ajoute au groupe de sécurité qui est le groupe de sécurité utilisé par l'ensemble des outils du groupe. À peu de choses près. On va répondre aux questions. Enfin, pas de souci. Je vais répondre à mes questions. Très bien. Répondre déjà à mes questions. Comment avoir un annuaire de tous les Teams déjà créés par thème, projet ou groupe d'utilisateurs pour ne pas avoir de doublons de Teams par les mêmes gens? Alors, à l'intérieur des méthodes du graphe, on a des méthodes qui nous permettent de récupérer l'intégralité de la liste des groupes Teams. Alors, il y a 2 approches ici, puisqu'on peut récupérer la liste de tous les Teams, de tous les groupes qui existent sur mon tenant. Tout dépend de qui exécute cette demande. Si je l'exécute en tant que compte avec privilège élevé, je vais récupérer l'intégralité de la liste qui est sur le tenant. Si j'exécute cette demande en tant que mon identité d'utilisateur, ne vont remonter que les groupes auxquels j'ai accès. Donc pour commencer à mettre en œuvre une approche où on va vouloir comparer, savoir si un groupe existe déjà, il va falloir exécuter entre guillemets cette action en tant que avec des privilèges élevés pour pouvoir justement avoir cette vision globale et pouvoir commencer à définir si on veut avoir des déclencheurs automatiques, par exemple détecter si on a utilisé une codification à l'intérieur du nom du groupe, pouvoir par exemple avoir des mécanismes qui détectent s'il y a déjà un groupe qui porte ce code de ce type-là. Donc tout dépend de l'usage que vous voulez en faire derrière. Quelle est la différence entre un groupe user et un sécurité groupe? Alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
Alors le groupe de sécurité, alors on entend groupe de sécurité, c'est le groupe qu'on va retrouver à l'intérieur d'Azure Active Directory, qui va être un groupe qui va regrouper un ensemble d'utilisateurs et qui peut être réutilisable à l'intérieur des outils pour pouvoir faire par exemple de la délégation d'accès. Alors le groupe de users, alors il va falloir me préciser ce que c'est. Quand j'ajoute un membre dans Teams, je le retrouve dans le groupe membre du site SharePoint associé. La réciproque n'est pas vraie. Si. Alors peut-être que le test était un petit peu trop rapide, mais si j'ajoute donc à partir de Teams un utilisateur en membre de l'équipe, il va automatiquement être synchronisé et ajouté comme membre du site SharePoint qui est associé, et vice versa. Si je le fais depuis SharePoint, je le verrai également apparaître à l'intérieur de l'équipe Teams. Il y a une synchronisation en fait qui se produit entre les deux. Des fois, ça peut ne pas être complètement instantané, il peut se passer quelques instants. C'est peut-être l'origine de votre test. Ou alors, c'est que vous avez fait ça sur un SharePoint qui n'était pas le SharePoint du groupe Office 365. Alors, l'API étant en bêta, quand passera-t-elle si on a une vue sur la roadmap. Alors malheureusement, c'est une des grandes tristesses en fait des API bêta de Teams actuellement, c'est qu'elles sont en bêta donc depuis un certain temps, presque un an si je dis pas de bêtises, mais elles sont relativement abouties et on devrait avoir plus d'infos prochainement de la part de Microsoft quant à le passage en global pour l'utilisation production. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans mon organisation, l'ajout du membre dans le groupe SharePoint ne descend pas dans Teams, je vous assure. D'accord. Alors, si jamais vous sentez que ce n'est pas un comportement normal, parce que je vous confirme en fait que si vous l'ajoutez depuis SharePoint, oui, il apparaîtra de l'autre côté. Je pense même en fait que je peux le reproduire à l'intérieur de mon environnement de démonstration. Donc ici, je dois avoir un Alex ici. Voilà, Alex. Si j'ajoute à l'intérieur de mon groupe privé à partir de SharePoint, que je retourne, donc c'était démo privé, hop, que j'ai sur gérer l'équipe. Alors c'est pas instantané, il va falloir attendre quelques instants, mais je vais avoir mon Alex qui va apparaître de ce côté-là. C'est sûr de savoir quand est-ce qu'on va devoir changer les URI. Effectivement, donc en termes de stratégie de développement par rapport à ça, donc si vous partez sur du Power Automate, la conséquence du passage en production de la sortie de bêta des API se traduira par il faudra donc repasser sur les étapes et actualiser les URL de bêta vers production. Si vous avez décidé de développer une application hors Power Automate, donc à ce moment-là, ça sera directement dans votre code où vous pourrez indiquer les endpoints à utiliser pour les API. Et donc, effectivement, dans ma démonstration, j'ai bien mes deux membres ici. Deux membres, démo privé, démo privé. Donc c'est pas instantané, mais ça je peux vous garantir en fait que ça fonctionne dans ce sens-là aussi, puisque ce qui est associé ici derrière, ça on peut pouvoir le retrouver. Si j'ai encore quelques instants en fait pour pouvoir faire ça. À l'intérieur, si je clique pas comme un manchot, j'ai bien mon groupe de sécurité privé avec mes membres. Donc ici, mon groupe de sécurité Active Directory qui correspond à mon groupe Office 365 a bien été actualisé avec mon Alex. Derrière, c'est juste une question de synchronisation ici avec Teams, le temps de le voir apparaître dedans. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, non.
Donc, Très bien. Voilà. Je vais couper l'enregistrement. Parfait. Donc, merci en tout cas d'avoir participé à cette session et je ferai un passage donc, dans le canal café si vous avez d'autres questions. Pensez également dans le canal. Attends, je vais juste couper ton micro pour l'écho. Merci. Pensez également à aller noter les sessions, celles de Javan et celles des autres auxquelles vous assisterez. Vous retrouverez tout ça directement dans les onglets du canal en cours. Dans le canal Office 365, typiquement, vous avez questionnaire de satisfaction pour les tracks. Donc, n'hésitez pas à donner vos impressions. Et s'il vous reste des questions, vous pouvez toujours retrouver Javan dans le café. Et voilà, je vais couper maintenant l'enregistrement. Merci à tous.